Merci. Donc, bonjour. Vous l'avez vu, on vient de faire une interpellation qui devait être au ministre des Finances, qui a été remplacée par le ministre des Ressources naturelles, sur, en fait, la souveraineté du Québec, sur les coûts économiques pour le Québec de faire partie du Canada. Évidemment, ce qui est décevant dans ce genre d'exercice, c'est que ça dérape tout de suite vers des discours préécrits de façon partisane, et on a parlé à peu près de tout sauf de souveraineté dans cette interpellation-là, mais les points que je voulais mettre de l'avant, moi, c'est que le Québec, de par son appartenance au Canada, perd beaucoup sur le plan économique. La souveraineté, c'est d'abord et avant tout un débat, je pense, identitaire et culturel, il n'y a pas de doute, mais le Québec, sur le plan économique, a tout à gagner à sortir de cet ensemble-là qui lui coûte des milliards annuellement. Et ce que je voulais aussi mettre de l'avant, c'est que tous les arguments qu'on nous envoie toujours, par exemple la péréquation, ce sont des illusions de dépendance, en fait, parce que le Québec ne dépend absolument pas de la péréquation. Le jour où on devient un pays, tous les dédoublements qu'on élimine dans chaque ministère, et surtout le développement économique, selon nos intérêts qui s'en suivraient, vaudrait beaucoup plus que la péréquation qui serait rapidement futile. Donc, c'est cet aspect-là que je voulais aborder aujourd'hui. Évidemment, comme il n'y a pas de réponse intelligente à ça, parce qu'on ne peut pas dire l'inverse, le ministre et son collègue de Vio sont allés sur toute autre chose, allant jusqu'à parler des bilans du gouvernement péquiste précédent, ce qui avait à peu près rien à voir avec les questions que je voulais poser aujourd'hui. Mais force est de constater que le Québec, s'il était un pays, n'investirait pas des milliards dans l'armement. Il mettrait plutôt ça dans son secteur aéronautique civil pour développer des avions verts. Si le Québec était un pays, il ne se ferait pas imposer des prisons par le fédéral comme actuellement, pourrait mettre ça dans la gratuité scolaire, par exemple. Donc, c'est tous des choix fiscaux qu'on pourrait faire en tant que pays, qu'on ne peut pas faire en tant que province. Une chose à ne jamais oublier, c'est que tout ce que le Québec peut faire en tant que simple province, il pourrait aussi le faire en tant que pays, c'est certain. L'inverse, c'est pas vrai. Il y a bien des choses qu'on voudrait faire comme pays. Par exemple, ne pas renier Kyoto, qu'on ne peut pas faire en tant que simple province qui se fait imposer des décisions néfastes du fédéral, mais face auxquelles on n'a rien à dire puisqu'on n'a pas la juridiction dans ces champs-là. Sur le plan environnemental, d'ailleurs, j'ai mentionné au ministre que le Québec, comme pays, ferait des milliards avec son économie relativement verte, alors que comme simple province, il va perdre. Et ce que je veux dire par là, c'est que très bientôt, partout dans le monde, il va y avoir des systèmes de bourse du carbone, c'est-à-dire des systèmes d'échange de crédits de non-pollution. Et comme le Québec est très avancé là-dessus en tant que pays, il ferait de l'argent avec ça. Mais comme on est une simple province du Canada qui, lui, est un pays pollueur, on va se retrouver à payer notre quote-part de la pollution canadienne plutôt que de faire des profits avec notre relative propreté québécoise. Et ça, encore une fois, ça allie deux choses très importantes pour l'avenir du Québec, qui sont les causes environnementales très chères aux jeunes, entre autres, et l'économie du Québec comme telle. Et il y a des milliards en jeu de ce fait, du fait d'être un Québec province au lieu d'un Québec pays. Et il faut mettre En fait, c'est de plus en plus urgent de devenir un pays, non seulement pour les raisons que j'ai évoquées, mais aussi parce que toutes les décisions vont se prendre de plus en plus sur le plan international. Et dans le mot international, il y a nation. Donc, c'est pas sur le plan interprovincial que les décisions vont se prendre, ni sur le plan intercantonal ou le plan interrégional, c'est sur le plan international. Et pour participer à ça, il faut que le Québec soit un pays. Donc, il va en bénéficier sur tous les plans. Ses lois, ses impôts, ses traités doivent être décidés par lui-même. Donc, ça s'appelle la souveraineté. C'est ce dont j'aurais voulu discuter ce matin avec le ministre et son collègue. Évidemment, comme il n'y a pas de réponse intelligente à fournir de leur côté là-dessus, parce faudrait qu'ils nient la vérité, ils se sont débattus dans autre chose et ça a donné encore une fois un spectacle partisan. Ce dont les gens sont justement fatigués au Québec. Il se passe quelque chose au Québec, qu'on parle du printemps étudiant ou du printemps social. Les gens sont tannés de la vieille politique qu'on nous sert par alternance depuis 40 ans. Il faut qu'on arrête de faire ce genre de politique. Malheureusement, on y a goûté encore ce matin, mais il faut continuer. C'est la seule chose à faire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, très bien. Écoutez, il y a un des arguments en faveur du fédéralisme qui a trait à la stabilité financière. Je pense que M. Gignac l'a abordé un peu quand il a parlé de la solidité des banques canadiennes. La devise canadienne aussi, qui est peut-être un avantage. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments-là sur le plan de stabilité? OK. Je vais prendre les deux questions en désordre. En fait, sur la devise. Les fédéralistes vont souvent nous servir le fait que le Québec ne pourrait pas utiliser le dollar canadien. Le Canada serait le premier ensemble à souhaiter qu'on utilise le dollar canadien. Sinon, ça veut dire qu'il faut qu'on vende nos dollars canadiens pour soit inventer une nouvelle monnaie ou en adopter une autre. Et les monnaies sur le plan international financier sont des biens comme un autre. Ça se vend et ça s'achète. Et donc, le prix fluctue avec l'offre et la demande. Si on devait vendre nos dollars canadiens tout d'un coup pour changer de monnaie, la masse monétaire canadienne serait à peu près à 20-25% en vente sur les marchés, ce qui serait une catastrophe économique pour le Canada. Donc, le Canada serait le premier à nous supplier d'utiliser le dollar canadien. Et personnellement, je pense qu'à court terme, ce serait la meilleure chose à faire parce que nos échanges sont déjà libellés dans cette monnaie-là et ça nous donnerait le temps de penser à nos options qui sont multiples
Le Québec pourrait dès demain matin, s'il le veut, utiliser le dollar américain, le yen. C'est complètement libéralisé comme marché. Donc, sur le plan de la monnaie, il n'y en a pas de problème. Sur le plan de la stabilité, comme je le disais, tout ce qu'un Québec-province peut faire actuellement, un Québec-pays pourra faire au moins la même chose, sinon plus. Donc, sur la stabilité, les réglementations bancaires canadiennes, on pourrait très bien s'en inspirer pour avoir nos propres règlements nationaux québécois qui seraient aussi forts, sinon plus forts que ceux du Canada, si on veut corriger certaines lacunes. Et sur le plan de la stabilité économique en général, plus on a de flexibilité, mieux on est équipé. Et à la limite, si on pensait que quelque part dans le monde, il y a un pays qui a une excellente idée pour nous ici, on pourrait l'adopter librement. Donc, que ce soit le Canada ou un autre pays qui aurait une bonne idée dans quelque domaine que ce soit, économique ou autre, comme pays, on pourrait l'adopter. En ce moment, on se fait imposer ce que le Canada veut. Et bien souvent, comme les exemples que j'ai mentionnés, la foresterie au lieu de l'auto en Ontario, l'aéronautique ici, les énergies vertes au lieu du pétrole, bien souvent, on se fait imposer des décisions qui vont dans le sens contraire de nos intérêts. Et ça, ce serait fini avec un Québec souverain. On choisirait nous-mêmes de ce qu'on fait avec nos impôts, qu'est-ce qu'on fait de nos lois et qu'est-ce qu'on fait de nos traités internationaux. Donc, sur ces deux plans-là, encore une fois, les arguments sont favorables à la souveraineté, puisqu'un Québec-pays pourra faire au moins autant qu'un Québec-province et mieux encore. Il y a présentement une ébullition politique au Québec. Est-ce que vous croyez que cette ébullition-là, qui porte sur autre chose que la souveraineté, finalement, peut aider justement le mouvement souverainiste, ou du moins l'idée de la promotion de la souveraineté comme telle? Ce que je vois de très positif dans le mouvement actuel, moi, c'est que la politique est remise à l'avant-plan. Les gens sont très politisés, on s'en est rendu compte. C'était peut-être dormant à certaines époques de notre histoire récente, mais on se rend compte que les gens, et les jeunes spécifiquement, sont très politisés, ce qui amène des occasions plus nombreuses qu'avant de parler de politique en général. Et je pense que l'espèce de sentiment de liberté individuelle que les gens ressentent en ce moment, entre autres contre la loi 78 et autres, ça se transpose sur le plan collectif. Une personne n'accepterait jamais que quelqu'un d'autre décide de la moitié de tout ce qu'elle fait dans sa journée, la moitié de votre habillement, la moitié de ce que vous mangez, la moitié des gens à qui vous parlerez et dans quel contexte. Une personne n'accepterait jamais ça. Elle dirait tout simplement « laissez-moi vivre ». Ben, ce qui s'applique à une personne s'applique aussi à des ensembles nationaux. Le Québec doit cesser de se faire imposer la moitié de ses décisions dans ses relations avec les autres pays, dans ses lois, dans l'utilisation de ses impôts. Donc, je pense que ce qui se passe sur le plan social, donc individuel au Québec, va aider à faire la pédagogie de la souveraineté. En bout de ligne, ça me semble mathématique que, comme je le disais, tout ce que le Québec peut faire comme province, il pourra le faire comme pays. Puis si on a l'occasion d'en parler encore plus, c'est d'utiliser les exemples qui sont de plus en plus fréquents avec le gouvernement Harper, les exemples qui illustrent toujours de mieux en mieux que le Québec ferait autre chose que ce qu'on nous impose. Je pense qu'il faut bénéficier de cette situation-là. Et le fait que les étudiants soient dans la rue avec tout le monde, en fait, c'est intergénérationnel, c'est pas qu'étudiants. Je pense que le débat sur la souveraineté va en gagner de ça. Maintenant, Jean Charest, lui, semble faire le pari inverse parce qu'il semble vouloir justement exploiter la situation pour, disons, faire des élections peut-être sur la loi et l'ordre, finalement tabler sur le sentiment d'insécurité de la population, peut-être. Ça s'est vu dans le passé, je pense à l'élection de 73, l'élection du maire Drapeau en 72, je crois, que dans des circonstances tumultueuses, si on veut, sur le plan politique, il y a une réaction de la population qui va vers une plus grande sécurité. Est-ce que vous craignez pas ça? Et je pense aussi que ça a été utilisé lors des 2 référendums sur la souveraineté. C'est des peurs économiques qui ont fait voter non 2 fois aux Québécois parce que sur le plan culturel et identitaire, les gens sont assez d'accord que les Québécois vont mieux protéger tout ce qui est culturel et identitaire qu'une autre nation. Il n'y a pas de doute là-dessus. Sur le plan économique, par contre, les fédéralistes, malheureusement, ont été efficaces à inculquer certaines peurs, une certaine incertitude aussi. Et c'est pas tout le monde qui a le temps de prendre un précis d'économie pour aller voir que c'est des mensonges qu'on lui envoie. Donc, ça m'étonnerait pas du tout, moi, que le gouvernement Charest fasse ce pari-là de l'insécurité, de la loi et l'ordre de notre côté et de l'autre côté le chaos. C'est vraiment digne d'une politique dont on veut plus au Québec. Je répète, il se passe quelque chose au Québec où les gens sont tannés, et ils le disent, de voir des partis qui alternent depuis 40 ans, sans vouloir faire de partisanerie d'un bord ou de l'autre, mais des partis qui alternent depuis 40 ans avec plus ou moins des tactiques similaires. Un est bien pire que l'autre. Vous m'entendrez jamais dire qu'un gouvernement péquiste est moins bon qu'un gouvernement libéral. Mais ce que les gens voient dans la politique actuelle, ils en veulent plus. Ils en veulent plus de ça, d'un gouvernement qui manipule tout événement social dans un profit électoral. Et l'échec des négociations hier en est un exemple éloquent. La ministre qui s'est ouverte dans un lapsus en disant « notre image en a pris un coup, on ne peut pas reculer ».
c'est quoi l'importance de l'image d'un parti par rapport à l'avenir d'un peuple ou d'une collectivité? Ça paraît évident à tout démocrate que le deuxième devrait primer. Pour le Parti libéral, c'est le premier qui prime, c'est la survie du parti au pouvoir, les intérêts du parti. Et c'est ce qui a mené à la politique actuelle qu'on a au Québec, la partisanerie, de mettre les intérêts d'un parti, quel qu'il soit, avant les intérêts collectifs, de se poser la question avant de prendre une décision, non pas est-ce que c'est bon pour le Québec, mais est-ce que ça augmente nos chances dans les sondages. Ça mène à la politique qu'on a actuellement, qui désintéresse les gens, qui fait que les gens vont de moins en moins voter. Et j'espère que ce printemps québécois-là va servir aussi à changer les réflexes électoraux des gens. Il y a 5 partis représentés à l'Assemblée nationale en ce moment. C'est une première. Il n'y en a pas 2. Il n'y a pas juste du rouge et du bleu en ce moment. Il y a 5 partis, dont des partis très jeunes qui proposent des choses novatrices, qui veulent se sortir du moule dont les gens sont tannés. Je pense que les Québécois vont avoir le choix de se sortir de ce moule-là eux-mêmes avec leur X sur leur bulletin de vote la prochaine fois. J'ose espérer qu'ils auront cette envie-là de se sortir du moule politique qui les a tannés ces dernières années. Mais le fait pour revenir à votre question originale, le fait que le premier ministre utilise ça pour faire une dichotomie entre la loi et l'ordre et les autres, c'est pas du tout étonnant. C'est le genre de politique à laquelle il nous a habitués. Puis je pense que son temps est fait. Le Québec a besoin d'un gouvernement, comme je disais hier. Mr. Assay, you've brought up many things, many points. First of all, what kind of election campaign are you expecting? I think it'll be based on what's happened recently in Quebec, and probably, as I said in French, it'll be based on we are law and order on the side of liberals, pretending that all the rest is chaos. I think this is a cheap way of doing politics. It's not a way of doing politics with collective interests in mind. It's really the party before everything. And the PLQ has shown many times before that the principal interest behind any decision they take is the future of the party itself, the future of the party in power or getting back to power, and not collective interest of Quebecers. And that, I think that has lasted too long, way too long. People are disinterested in politics nowadays because of that mainly. And I think, as I said, there are 5 parties now in Parliament here. Not only 2. The two big parties, which exchange power for 40 years, are now side by side with 3 other parties, 3 new parties. Some are federalists, some are sovereigntists. But there's a new way of doing politics, or we're suggesting a new way of doing politics, one which respects more collective interest than partisanship, if I may say. And I hope Quebecers will seize that occasion, that opportunity next time we have a general election to vote for something new. If they still exchange power between the red and the blue parties, I don't see how that'll change. And I'm not saying that individuals within those parties are all the same. That's not what I'm saying. There's a great bunch of great guys in both parties. I'm convinced about that. But institutionally, those 2 parties have become old parties, if I may call. And the reflex they have is to think, first of all, in electoral ways before collective interests, in some different, to some different extent from one party to the other, of course. I think the Liberal Party is the worst of all. But when an institution gets too old, I think the reflexes it has are very hard to change, whatever the good quality of the individuals within that party. And I hope Quebecers will try and change that 2-party system at the next election. Is that the solution? Because we're living through this massive social crisis right now. How do we get out of it? I think that's the big question on everyone's lips or mind today is what's next? How do we solve this crisis? What do we do? I think we get out of it the day the government will decide to think collectively instead of in a partisan way. And what I mean here is there's enough money in the system right now to give free tuition to all the students in Quebec. And I've made that example often. We have 2 tax forms to fill every year. That only is worth $500 million annually in extra expenses and extra paperwork. That money is more than what it takes to have free tuition everywhere in Quebec for everybody. So there's enough money in the system, but the political decisions and the fiscal decisions taken with that money are wrong. So the day the government will really want to solve that problem and not use it in an electoral way to look like law and order with respect to chaos on the side,
I think that day the conflict will be resolved very quickly. And what we see clearly is that the government has another priority in mind right now than resolving that conflict. And that priority is winning an election. And everything they do, everything they decide to do will be based on what's best for us to win the election at the PLQ. And that's the problem we're living through now. And let's say that they do win an election and they have a majority or a minority, or if the PQ wins, are we really changing habits? Are we moving forward? Will the protests stop? I think a change of government is needed, whatever the result. Quebecers, I hope, will not re-elect the Liberals for a fourth term, in spite of all the corruption scandals, all the allegations of everything going on in Quebec. They cannot win a fourth term in a row. That to me is just impossible to imagine. I just don't want to think about it. So whatever else will be better, and I think what's needed urgently in Quebec is a proportional way of allocating seats here in Parliament. Because we have a system which works for two big parties alternating in power, but we have 5 parties present here, which means that necessarily there will be a huge distortion between the number of votes we get and the number of seats we get, and that is not democracy. In democracy, your voice is as loud as the support you get from the population. The system we have here is not democratic in that sense. And I hope that the government, whatever it is, which party wins, the next government will put in place a proportional way, a proportional voting system. It is overdue in Quebec. Thank you. Merci beaucoup.